À 9h17 du matin, par une matinée humide du début de 1942, un vol de forteresse volante B-17 ouvrit les portes de leur soute à bombes au-dessus de la mer des Salomon. Il volait à 20 000 pieds, une altitude parfaite selon le manuel de l'armée de l'air. En dessous d'eux, un convoi de destroyers japonais fendait l'eau bleue comme des couteaux dentelés. Les bombardiers américains scrutaient à travers leurs viseurs de bombardement Norden. Des dispositifs si secrets et complexes qu'on disait qu'ils pouvaient lâcher un cornichon dans un tonneau depuis 4 miles d'altitude. Les calculs mathématiques furent effectués, la dérive fut ajustée, les leviers de largage furent actionnés. Des dizaines de bombes explosives de 500 livres sifflèrent à travers les nuages. Les équipages attendirent 40 longues secondes pour l'impact, s'attendant à voir le convoi se désintégrer en colonnes de feu et d'acier. Ils ne touchèrent absolument rien. L'océan explosa en geysers blancs d'écume à 200 yards du navire japonais le plus proche. Les destroyers ne rompirent même pas leur formation. Leurs capitaines regardèrent simplement les bombes tomber, ordonnèrent un virage serré à bâbord ou tribord et laissèrent les explosifs américains éclabousser sans danger dans le Pacifique vide. C'était humiliant, c'était une impossibilité mathématique qui se produisait chaque jour. L'armée avait dépensé des millions de dollars pour convaincre le monde que le bombardement de précision à haute altitude était l'avenir de la guerre. Mais ici, dans le chaos du Pacifique Sud-Ouest, l'avenir semblait inutile. Les pilotes retournèrent à leur base en Nouvelle-Guinée, fatigués, en colère et les mains vides, tandis que l'Express de Tokyo japonais continuait de livrer des milliers de soldats et des tonnes de fournitures aux lignes de front de la jungle sans une égratignure sur leur peinture. Cet échec était le cauchemar qui accueillit le général George Kenney lorsqu'il arriva pour prendre le commandement des forces aériennes alliées dans le Pacifique Sud-Ouest. Kenney n'était pas un homme qui se souciait des manuels ou des cuivres polis. C'était un aviateur petit, agressif, au langage rude, qui ressemblait plus à un mécanicien qu'à un général. Il marchait avec assurance et parlait comme s'il cherchait à déclencher une bagarre dans un bar. Lorsqu'il atterrit en Australie, il trouva une force aérienne démoralisée et brisée. Les équipes de maintenance récupéraient de la ferraille pour maintenir les avions en vol. Les pilotes effectuaient des missions suicides avec des tactiques qui ne fonctionnaient pas, et la marine japonaise leur tournait autour. Kenney regarda les rapports des raids de bombardement à haute altitude et les jeta à la poubelle. Il savait qu'essayer de toucher un destroyer se déplaçant à 30 nœuds depuis 20 000 pieds revenait à se tenir sur le toit d'un gratte-ciel, et essayer de laisser tomber une bille dans une tasse à café tirée par un chat au sprint. Le problème était la physique de l'engagement. Une bombe larguée depuis une haute altitude met près d'une minute pour atteindre le niveau de la mer. En 7 minutes, un capitaine de destroyer peut lever les yeux, voir les portes de soute s'ouvrir et déplacer son navire d'un demi-mile dans n'importe quelle direction. Les Japonais le savaient. Ils se moquaient des bombardiers américains. Ils ne prenaient même pas la peine de se disperser. Ils esquivaient simplement et laissaient l'océan avaler les dollars des contribuables américains. Kenney réalisa que s'il voulait arrêter l'hémorragie dans le Pacifique, il devait arrêter ses navires. Et s'il voulait arrêter ses navires, il devait descendre plus bas. Il devait descendre dans les embruns et le sel en plein visage de l'ennemi. Mais il ne voulait pas simplement les mitrailler. Les mitrailleuses servaient à abattre des avions fragiles. Elles rebondiraient sur la coque en acier d'un destroyer comme du gravier jeté sur un char. Kenney avait besoin d'artillerie. Il avait besoin d'une arme qui pourrait percer une salle des chaudières ou arracher le pont d'un navire de guerre. Il commença à chercher une solution dans ses hangars. Il vit le bombardier B-25 Mitchell. C'était un bombardier moyen bimoteur robuste, fiable et solide, mais il était conçu pour larguer des bombes, pas pour se battre comme un cuirassé. Puis il regarda l'équipement au sol. Il vit le canon de campagne standard de l'armée de 75 mm. C'était un monstre d'armes, un descendant du célèbre 75 français de la Première Guerre mondiale. Il tirait un obus de 15 livres qui pouvait fracasser des bunkers en béton et des chars légers. Il était lourd, violent et conçu pour être boulonné au sol ou monté à l'intérieur d'un char Sherman de 30 tonnes. Il n'était absolument pas conçu pour être boulonné à l'intérieur du nez d'un avion. L'idée était de la folie.
Mettre un canon de 75 dans un B-25 revenait à essayer de monter un obusier sur une planche de surf. Le poids seul était un cauchemar. Le canon pesait près de 1000 livres. Les munitions pesaient des centaines de livres de plus. Et puis il y avait le recul. Quand un canon de 75 mm tire, il génère une force de recul qui ressemble à un accident de voiture. Au sol, le canon enfonce ses bêches dans la terre pour absorber le choc. Dans un char, les 30 tonnes d'acier absorbent le coup. Dans un avion, il n'y a rien pour absorber le choc sauf le cadre en aluminium et les rivets maintenant, les ailes ensemble. Les ingénieurs de North American Aviation, la compagnie qui construisait le B-25, regardèrent la Diane la demande de Kenney et pensèrent qu'il avait perdu la raison. Ils sortirent d'accord leurs règles à calcul et effectuèrent les calculs de contraintes. Les chiffres revinrent à l'encre rouge vif. Ils dirent à Kenney que le recul du canon arracherait le nez de l'avion. Ils dirent que l'onde de choc briserait le verre du cockpit et pourrait potentiellement assommer le pilote. Ils affirmèrent que même si l'avion tenait le coup, la décélération soudaine causée par le tir du canon ferait décrocher l'avion en plein vol, le faisant tomber du ciel comme une pierre. Ils rédigèrent de longs rapports détaillés expliquant exactement pourquoi c'était impossible. Ils utilisèrent dans ce détail des mots comme fatigue structurelle, limite de contrainte de la cellule et défaillance catastrophique. Ils dirent essentiellement au général qu'il leur demandait de construire une boîte suicide qui tuerait ses propres pilotes plus vite que les Japonais ne pourraient le faire. Ils lui suggérèrent de s'en tenir aux bombes et aux mitrailleuses, les choses pour lesquelles l'avion était réellement conçu. Kenney ne se souciait pas de leurs règles à calcul. Il se souciait des destroyers japonais qui déchargeaient actuellement des troupes à Guadalcanal et en Nouvelle-Guinée, pendant que ces bombardiers les manquaient depuis la stratosphère. Il regarda les ingénieurs et leur donna un ordre simple : jeter le manuel. Il ne demandait pas la permission, il leur disait ce qui allait se passer. Il voulait que le nez vitré du B-25 soit retiré. Il voulait qu'un nez en métal solide soit installé pour abriter la culasse massive du canon. Il voulait que le cockpit soit réaménagé pour qu'un chargeur puisse se tenir à côté du pilote et enfoncer des obus d'artillerie dans le canon à la main pendant que l'avion rebondissait dans les turbulences à 200 miles par heure. Le conflit entre les experts en Californie et les guerriers dans le Pacifique atteignit un point d'ébullition. Les ingénieurs considéraient l'avion comme une machine de précision, un équilibre délicat de portance, de traînée et de poussée. Kenney considérait l'avion comme un outil pour tuer l'ennemi, et s'il devait casser l'outil pour accomplir le travail, il le casserait. Il argumenta que le B-25 était surconçu, qu'il était plus solide que les concepteurs ne lui accordaient des stars de crédit. Il leur dit que dans la jungle, ces mécaniciens colmataient les trous avec des boîtes de conserve et du fil de fer, et que les avions volaient mouajao toujours. Il pariait la vie de ces hommes sur l'idée qu'une innovation chaotique et désespérée pouvait battre la perfection soigneusement calculée des plans d'usine. Les experts cédèrent finalement, mais pas parce qu'ils étaient d'accord. Ils cédèrent parce que Kenney était un général avec tout le poids de l'effort de guerre derrière lui. Ils acceptèrent de construire un prototype, mais le scepticisme était assez épais pour être coupé au couteau. Ils l'appelèrent le modèle B-25G. Pour les ingénieurs, c'était une aberration, un monstre de Frankenstein qui violait toutes les règles de la conception aéronautique. Pour les pilotes, c'était une rumeur terrifiante. Ils entendirent des murmures sur un avion qui transportait un canon de char. Ils plaisantèrent en disant que l'avion volerait en arrière quand ils appuieraient sur la gâchette. Ils l'appelèrent l'artillerie volante. Mais sous les plaisanteries, il y avait une vraie peur. On leur demandait de voler droit vers un destroyer, un navire armé de dizaines de canons anti-aériens et de tirer un seul coup d'une arme qui pourrait arracher leurs propres ailes. Kenney envoya l'ordre de modifier le premier lot d'avions. Il n'attendait pas les résultats de tests parfaits. Il avait besoin des armes maintenant. L'atelier de North American Aviation devint une scène d'urgence confuse. De beaux nez vitrés aérodynamiques furent coupés. De lourds berceaux en acier furent boulonnés dans les fuselages. L'équilibre délicat de l'avion fut complètement détruit. Ils durent ajouter des centaines de livres de poids en plomb à la queue, juste pour empêcher l'avion de basculer vers l'avant sur son nez quand il était garé sur la piste.
C'était laid, c'était lourd, il se maniait comme un camion-benne, et personne, pas même Kenney, ne savait avec certitude ce qui se passerait quand le pilote appuierait sur la gâchette pour la première fois au combat. La scène était prête pour un désastre ou une révolution. La transformation du B-25 d'un bombardier moyen en un avion de combat volant ne se produisit pas dans un laboratoire stérile avec des scientifiques en blouse blanche tournant doucement des tournevis. Elle se produisit dans des hangars trempés de sueur à Townsville et Port Moresby, où les mécaniciens démontèrent l'avion avec la brutalité d'une opération de casse automobile. Le beau nez vitré en serre, qui offrait au bombardier une vue panoramique de la cible, fut découpé sans cérémonie. À sa place, les équipes installèrent un museau émoussé et laid fait de tôle. On aurait dit que l'avion avait reçu un coup de poing au visage et que l'enflure n'était pas retombée. À l'intérieur de ce museau métallique se trouvait le canon M4, une arme si grande que le pilote pouvait pratiquement tendre la main et tapoter la culasse. L'installation fut un cauchemar de plomberie et d'acier. Le mécanisme de recul seul, un système complexe de fluides hydrauliques et de ressorts lourds, occupait la moitié du compartiment avant. Ce système était la seule chose qui se tenait entre le pilote et une nuque brisée. Il était conçu pour absorber le recul de 21 pouces du canon, absorbant la violence de l'explosion pour que la cellule n'ait pas à le faire. Pour accueillir ce monstre, l'intérieur de l'avion dut être vidé. Le poste du navigateur, habituellement un lieu de cartes et de calcul tranquille, fut entièrement supprimé. Le bombardier, l'homme qui était censé être la vedette du spectacle avec son viseur Norden, fut renvoyé. À leur place se tenait un nouveau membre d'équipage avec la description de poste la plus terrifiante de l'armée de l'air, le canonnier. Ce n'était pas un travail pour un petit homme. Le canonnier devait se tenir dans un tunnel étroit et vibrant d'aluminium juste à côté des genoux du pilote et lutter avec des obus d'artillerie de 15 livres. Il n'y avait pas de chargeur automatique, il n'y avait pas de bras robotiques, il y avait juste un homme, un râtelier, d'obus explosifs et un canon qui sentait la graisse chaude et la cordite. Il devait physiquement enfoncer l'obus dans la culasse, claquer le bloc fermé, tapoter l'épaule du pilote pour signaler prêt, puis se caler contre le mur pendant que le canon tirait à quelques pouces de sa tête. Les ingénieurs en Californie avaient averti que le centre de gravité serait ruineux. Ils avaient partiellement raison. Quand les mécaniciens terminèrent la première modification, l'avion était si lourde du nez que la roue de queue se soulevait du tarmac. Il ressemblait à un chien qui renifle. Pour corriger cela, ils n'utilisèrent pas de contrepoids aérodynamique sophistiqué. Ils boulonnèrent simplement des barres de plomb dans la section de queue jusqu'à ce que l'avion soit à plat. C'était une solution de bricolage grossière, qui ajoutait encore plus de poids à un avion déjà lent. Quand les pilotes d'essai montèrent à bord pour les premiers roulages, ils rapportèrent que l'avion se maniait comme un camion-benne avec des ailes. Il était lourd, peu réactif, et gémissait sous la contrainte de la pièce d'artillerie. Le bombardier élégant et agile avait disparu. À sa place se trouvait un char volant que les équipages surnommèrent affectueusement et nerveusement le petit monstre. Le général Kenney ne se souciait pas des caractéristiques de maniabilité. Il se souciait de l'appui sur la gâchette. Le premier essai de tir réel fut le moment de vérité qui le justifierait ou mettrait fin à sa carrière dans une cour martiale pour homicide par négligence. L'avion d'essai roula sur la piste, utilisant presque chaque pied d'asphalte pour se hisser dans l'air humide. Il grimpa lentement, luttant pour l'altitude. La cible était un petit récif de corail inhabité au large de la côte. Le pilote aligna le nez, luttant contre les commandes lentes. À l'intérieur du cockpit, la tension était assez épaisse pour étouffer. Le canonnier claqua le premier obus en place. « Canon prêt !» cria-t-il par-dessus le rugissement des moteurs Cyclone Wright. Le pilote mit le récif dans ses viseurs en fer. Il n'y avait pas d'optique sophistiquée ici, juste un simple viseur à poteaux et anneaux boulonnés au tableau de bord, et il pressa le déclencheur sur le manche de commande. La sensation était indescriptible. Ce n'était pas juste un son, c'était un événement physique. Toute la cellule trembla comme si elle avait volé dans un mur de briques. L'élan vers l'avant de l'avion sembla s'arrêter pendant une fraction de seconde, arrêté par la pure physique de la troisième loi de Newton. À l'intérieur du cockpit, un nuage de fumée blanche âcre remplit l'air, aveuglant momentanément l'équipage. Le bruit était un coup sourd assourdissant qui fit vibrer les dents du pilote.
Mais ensuite, la fumée se dissipa. Les ailes étaient toujours attachées. Les rivets tinrent. Le verre ne se brisa pas, et en bas sur le récif, un panache massif d'eau et de corail pulvérisé éclata exactement là où le nez avait pointé. Le recul n'avait pas calé les moteurs, l'intégrité structurelle n'avait pas failli. Les ingénieurs de Californie s'étaient déjà trompés. On pouvait mettre un canon de campagne dans un avion, à condition d'être assez fou pour le piloter. Avec le concept prouvé, les Dragons Verts, le 450e escadron de bombardement, commencèrent le processus ardu d'apprendre à combattre avec cette nouvelle arme. Cela nécessita une réécriture complète du manuel du pilote. Un pilote de bombardier est formé pour voler droit et à niveau pour être une plateforme stable pour les munitions qui tombent. Un pilote d'avion de combat devait être un chasseur. Le canon de 75 mm était fixé vers l'avant. Il ne pouvait pas tourner ou pivoter. Pour viser le canon, il fallait viser tout l'avion. Cela signifiait que le pilote devait plonger le bombardier massif directement vers la cible, ignorant le tir anti-aérien et maintenir le nez stable jusqu'à ce qu'il soit assez proche pour garantir un coup. Ils appelaient cela le visage paralysage. C'était un jeu de poule mouillé joué à 200 miles par heure. La portée effective du canon était techniquement de milliers de yards, mais dans la réalité chaotique du combat, les pilotes découvrirent qu'ils devaient s'approcher, suicidairement près. 1000 yards, 800 yards, assez près pour voir les rivets sur le navire ennemi. L'entraînement fut intense. Les pilotes s'entraînèrent à plonger sur de vieilles épaves, apprenant le rythme terrifiant de la course d'attaque. Plonger, stabiliser, tirer, récupérer du recul, recharger, tirer à nouveau. La cadence de tir était lente, peut-être 3 ou 4 coups en un seul passage si le canonnier était rapide et ne s'évanouissait pas à cause des forces G. Ce n'était pas une mitrailleuse qui pulvérisait des balles, c'était un fusil de sniper. Vous aviez un coup, peut-être 2, pour toucher une cible en mouvement pendant que votre propre avion rebondissait dans les turbulences. Si vous manquiez, vous deviez faire une boucle et réessayer, exposant votre ventre aux canons ennemis. Les équipages apprirent à se coordonner comme une équipe de football. Le pilote se concentrait sur le pilotage. Le copilote gérait les moteurs et annonçait les distances. Le canonnier devint une machine à rythme. Charger, culasse, dégager, tirer, charger, culasse, dégager, tirer. Ils s'entraînèrent jusqu'à ce que leurs mains soient à vif et que le plancher du cockpit soit couvert de lourdes douilles en laiton. Les premières victimes de cette nouvelle arme ne furent pas les puissants destroyers, mais les barges côtières et les caboteurs que les Japonais utilisaient pour transporter des fournitures entre les îles. C'étaient de petits navires en bois ou en acier rouillé, généralement armés d'une seule mitrailleuse. Les B-25 les trouvèrent en train de ramper le long de la côte à l'aube. L'engagement fut presque injuste. Une bombe standard traversait souvent une barge en bois sans exploser, laissant un trou net, mais ne parvenant pas à la couler. L'obus explosif de 75 mm était différent. Quand le premier obus toucha une barge de ravitaillement près de l'est, le résultat fut une désintégration absolue. L'obus s'écrasa dans la coque et explosa à l'intérieur de la cale. La barge ne coula pas simplement, elle disparut dans une pluie d'éclats et de carburant en feu. Les pilotes retournèrent à la base les yeux écarquillés. Ils n'avaient pas simplement endommagé l'ennemi, ils l'avaient effacé. La nouvelle se répandit rapidement dans les escadrons. La boîte suicide était en fait un marteau. Le scepticisme s'évapora, remplacé par un empressement affamé. Les équipages commencèrent à peindre des noms sur leurs avions de combat. Des noms agressifs comme Ominous 7, Sunday Punch et Dirty Dora. Ils montèrent des mitrailleuses supplémentaires dans le nez, entourant le canon de mitrailleuses lourdes de calibre 50. Maintenant, quand un pilote appuyait sur la gâchette, il ne tirait pas seulement de l'artillerie. Il déchaînait une tempête de plomb qui pouvait déchiqueter les équipages de pont avant que le canon ne délivre le coup de grâce. Ils appelèrent cela la configuration de destructeur de commerce. C'était un système d'armes conçu pour un seul but, chasser les navires. Mais chasser les barges était un exercice de tir. Le vrai test, celui pour lequel le général Kenney avait construit ce monstre de Frankenstein, était l'Express de Tokyo. La marine japonaise faisait toujours descendre des destroyers dans le couloir, arrogante et intacte. Ce n'étaient pas des barges sans défense.
Un destroyer japonais était une lance d'acier de 300 pieds, hérissée de canons automatiques de 25 mm et de canons à double usage de 5 pouces. Son équipage était discipliné, endurci au combat et expert pour abattre des avions. Ils avaient regardé les bombardiers américains échouer pendant des mois. Ils n'avaient aucun respect pour le B-25. Pour eux, un bombardier moyen à basse altitude n'était qu'une grande cible, un canard se déplaçant lentement attendant d'être cueilli du ciel. L'escalade commença à la fin de 1942. Le haut commandement japonais, frustré par la lente attrition de leurs barges, décida d'engager un convoi majeur pour renforcer leur garnison en Nouvelle-Guinée. Ils assemblèrent une flotte de transport rapide protégée par l'Amatsukaze et ses destroyers sœurs. C'étaient les loups de l'océan, des navires qui avaient combattu la marine américaine jusqu'à l'impasse à Guadalcanal. Ils étaient rapides, manœuvrables et lourdement armés. Ils naviguèrent vers le sud avec la confiance de prédateurs apex, supposant que leur vitesse les protégerait des sous-marins et que leurs canons de DCA les protégeraient des bombardiers à haute altitude. Ils ne savaient pas que les règles du jeu avaient changé. Ils ne savaient pas qu'un escadron de B-25 attendait sur le tarmac, moteur en train de chauffer avec des obus d'artillerie empilés dans les râteliers. Le matin de l'interception, le temps était irrégulier avec des nuages bas embrassant l'eau, une couverture parfaite pour une embuscade à basse altitude. Le major Edens, menant le vol, vérifia ses instruments. Son avion, lourdement chargé de carburant et de munitions, semblait lent dans ses mains. Il regarda son copilote, puis le canonnier, qui fit un pouce levé nerveux. Ils chassèrent des géants aujourd'hui. Le bavardage sur la radio était minimal. Les pilotes connaissaient les enjeux. Si les ingénieurs avaient raison, le premier coup du canon principal d'un destroyer transformerait leurs avions en aluminium en confetti. Si Kenny avait raison, le canon de 75 mm ouvrirait les destroyers comme des boîtes de conserve. Alors qu'ils perçaient la couche de nuages, le convoi apparut à l'horizon, des formes grises traçant des sillages blancs à travers l'eau sombre. Les destroyers les repérèrent immédiatement. Des bouffées noires de DCA commencèrent à fleurir dans le ciel bien avant que les avions ne soient à portée. Les capitaines japonais ordonnèrent à leurs navires de tourner, présentant leurs flancs pour apporter une puissance de feu maximale. C'était la défense standard et un mur d'acier jeté dans le ciel. Mais les B-25 ne montèrent pas, ils n'ouvrirent pas les portes de soute à bombes. Ils descendirent. Ils poussèrent leurs manches vers l'avant et descendirent jusqu'à ce qu'ils rasent à 50 pieds au-dessus des vagues. Leurs hélices soulevant des embruns. Ils volaient droit dans les dents du tir ennemi, fermant la distance à 300 pieds par seconde. Les experts avaient dit que c'était un suicide. Les pilotes étaient sur le point de découvrir si c'était en fait un meurtre. La distance entre le B-25 et le destroyer japonais Amatsukaze se referma à une vitesse relative de près de 400 miles par heure. Depuis le pont du destroyer, le capitaine japonais observait le bombardier américain à travers ses jumelles, avec un mélange de confusion et de dédain professionnel. Il avait déjà vu cette manœuvre auparavant. Cela ressemblait à une attaque torpilla standard. Les avions torpilleurs américains arrivaient toujours bas et lentement, essayant de larguer leurs poissons dans l'eau pour qu'ils puissent défiler droit et vrai. La contre-tactique était une doctrine navale élémentaire, tourner le navire face à l'attaque en pointant la proue acérée du destroyer directement vers l'avion. Il présenterait ainsi la plus petite cible possible, faisant passer la torpille inoffensivement le long de la coque. Il aboya l'ordre au timonier. Le navire de guerre de 90 mètres s'inclina fortement à tribord, traçant un arc blanc massif dans l'océan alors qu'il tournait son nez pour faire face à l'intrus. Mais tandis que le destroyer tournait, le capitaine remarqua quelque chose d'anormal. L'avion américain ne larguait pas de torpilles, il ne remontait pas, il ne zigzaguait pas pour éviter le tir anti-aérien. Il volait en ligne droite, terrifiante, nez vers le bas comme un faucon plongeant sur une souris des champs. Le B-25 n'essayait pas de contourner le navire, il le chargeait de front, c'était de la folie. En volant directement vers la proue, le pilote américain volait droit dans le canon du canon de 5 pouces avant du destroyer et les canons automatiques doubles de 25 mm montés sur les ailes du pont.
C'était un jeu de poules mouillées entre un avion en aluminium de 9000 kg et un navire de guerre en acier de 2000 tonnes. Les artilleurs japonais ouvrirent le feu, des traceurs jaillirent du navire comme des fouets enflammés, craquant l'air autour du cockpit. Le ciel devint une toile chaotique de bouffées de fumée noire et de métal hurlant. À l'intérieur du cockpit du B-25 de tête, le monde se rétrécit à la taille du viseur en anneaux montés sur le tableau de bord. Le pilote agrippa le manche avec des jointures blanches, luttant contre la turbulence et l'instinct de tressaillir. Chaque traceur qui passait près de la verrière était un rappel de la finesse réelle de la peau en aluminium. Un seul coup du canon principal du destroyer vaporiserait l'avion instantanément, mais le pilote ne pouvait pas esquiver. Le canon de 75 mm était boulonné au plancher. Pour viser le canon, il devait viser l'avion. Il devait maintenir l'appareil stable face à un mur d'acier, ignorant les explosions, ignorant la peur et faisant confiance aux mathématiques. Il était l'ordinateur de ciblage. Ses mains, ses yeux et son sang-froid étaient le seul système de guidage dont l'arme disposait. À 1100 mètres, le pilote pressa la gâchette sur la colonne de commande, non pas pour le canon, mais pour les mitrailleuses. 4 mitrailleuses lourdes de calibre 50 montées dans le nez éclatèrent simultanément. Le son était un rugissement de marteau-piqueur qui vibrait à travers le plancher. Des flots de balles incendiaires perforantes déversèrent du nez à un rythme de 50 coups par seconde. Elles marchèrent sur l'eau comme une tronçonneuse, soulevant une ligne d'éclaboussures blanches qui filait vers le destroyer. Les impacts frappèrent la proue du navire et balayèrent vers l'arrière en direction du pont. Les balles martelèrent le blindage d'acier, étincelant et ricochant, mais elles n'étaient pas destinées à couler le navire. Elles étaient destinées à l'aveugler. La grêle de plomb fracassa le verre des fenêtres du pont et déchiqueta les équipages antiaériens non protégés sur le pont. Les artilleurs japonais, qui quelques instants auparavant tiraient avec une précision disciplinée, furent-ils forcés de se mettre à couvert derrière leurs boucliers de canon. La défense antiaérienne faiblit, c'était l'ouverture. Le pilote maintint le piquet, le destroyer remplissait tout le pare-brise, une montagne grise d'acier grandissant à chaque milliseconde. 730 mètres, 640 mètres. Le canonnier dans le tunnel tapota l'épaule du pilote. Le canon était chaud, la culasse était fermée, l'obus était armé. Le pilote fit un micro-ajustement sur le manche, levant le nez juste d'une fraction de degré pour viser la ligne de flottaison juste sous la tourelle avant. Il cessa de respirer. Il pressa la gâchette du canon. Le B-25 s'arrêta en plein vol. C'est ce qu'il ressentit. Le recul du canon de 75 mm délivra un coup d'énergie cinétique équivalent à une collision avec un mur de briques. L'avion trembla violemment du nez à la queue, la poussière et la saleté du plancher flottèrent dans l'air. L'odeur de propergol brûlant inonda le cockpit, âcre et acide. Pendant une fraction de seconde, le pilote fut aveugle, la vue obscurcie par le nuage massif de fumée blanche qui jaillit du canon. Mais la physique de l'obus était déjà à l'œuvre. Le projectile explosif de 7 kg quitta le canon à 600 mètres par seconde. Il traversa les 550 mètres d'océan ouvert en moins d'une seconde. Il ne rebondit pas sur l'eau, il ne rebondit pas sur le blindage. Il frappa la coque d'acier du destroyer juste au-dessus de la ligne de flottaison avec la force d'un train de marchandises. L'impact fut catastrophique. La coque d'un destroyer est conçue pour arrêter les balles de mitrailleuse et les éclats d'obus, pas les obus d'artillerie. L'obus de 75 mm perfora le blindage d'acier d'1 centimètre comme s'il s'agissait de carton mouillé. Il n'explosa pas à l'extérieur. La fusée était réglée avec un délai d'une fraction de seconde. L'obus fracassa la peau extérieure, déchira une cloison et explosa profondément à l'intérieur des espaces machines du navire. L'explosion déchiqueta les tuyaux de vapeur et les conduits électriques. Elle transforma l'intérieur du compartiment avant en un mixeur d'éclats d'obus et de vapeur à haute pression. Sur le pont, les officiers japonais sentirent le navire tressaillir comme s'il s'était échoué. Ils ne comprenaient pas ce qui les avait frappés. Cela ressemblait à une torpille, mais il n'y avait pas de sillage. Cela ressemblait à une mine, mais ils étaient en eau profonde. Ils n'imaginèrent jamais qu'ils venaient d'être bombardés par un avion. Le B-25 rugit au-dessus des mâts du destroyer, si près que le mitrailleur arrière pouvait regarder en bas et voir la panique sur le pont.
Alors que le pilote tirait sur le manche pour grimper, le canonnier était déjà en mouvement. C'était la partie la plus difficile du travail. L'avion virait serré, tirant des forces G qui faisaient peser son corps 2 fois son poids normal. Il devait garder son équilibre sur le plancher métallique vibrant, atteindre le râtelier et sortir un autre obus de 7 kg. Il lutta avec le lourd étui en laiton dans la culasse, ses muscles tendus contre la force G. Il claqua le bloc de culasse fermé avec un clang métallique qui résonna à travers le fuselage. « Prêt !» cria-t-il dans l'interphone. Le canon était à nouveau prêt. Le pilote ramena l'avion dans un virage serré et agressif. Il regarda en arrière vers la cible. Le destroyer ne manœuvrait plus. De la fumée s'échappait d'un trou déchiqueté dans la proue. Le navire gîtait légèrement à bâbord. Le coup avait endommagé quelque chose de critique. Peut-être une chaudière, peut-être le mécanisme de direction. Le prédateur était blessé. Le pilote s'aligna pour un deuxième passage. Cette fois, il n'y avait pas de surprise. Les marins japonais se précipitaient pour remettre leurs canons en action, mais la peur s'était installée. Ils ne tiraient plus sur un oiseau fragile. Ils tiraient sur un char volant. Lors de la deuxième attaque, le pilote visa la poupe. Il voulait détruire la propulsion. Il répéta le rythme mortel, le mitraillage pour supprimer le pont, la visée, la pression sur la gâchette. Le canon aboya à nouveau, le recul secoua la cellule. Le deuxième obus frappa la section arrière du destroyer près des râteliers de grenades sous-marines. L'explosion fut différente cette fois, une détonation secondaire. L'obus avait enflammé quelque chose de volatile. Une boule de feu massive éclata de l'arrière du navire, projetant des débris hauts dans les airs. L'onde de choc se propagea dans l'eau, visible depuis les airs comme un anneau sombre s'étendant vers l'extérieur. Le destroyer trembla et commença à ralentir. Le sillage blanc derrière lui, autrefois une traînée écumeuse de vitesse, s'estompa en un tourbillon turbulent. Le grand navire était mort dans l'eau. Le reste de l'escadron descendit comme des vautours. Ils n'avaient plus besoin des canons. Ils passèrent au bombardement par ricochet. Ils arrivèrent à bas, larguant des bombes de 225 kg qui ricochèrent sur la surface de l'eau comme des pierres plates sur un étang. Les bombes s'écrasèrent sur le flanc du destroyer paralysé, explosant au contact de la coque. La Mitsukaze gémit sous l'assaut, les plaques d'acier se déformèrent. L'océan se précipita à l'intérieur. Le fier navire de guerre, un vaisseau qui avait terrorisé le Pacifique Sud pendant 1 an, commença à s'enfoncer dans l'eau. Il n'avait pas été coulé par un cuirassé, il n'avait pas été coulé par un sous-marin. Il avait été battu à mort par un groupe de bombardiers modifiés, dont les experts disaient qu'ils ne voleraient jamais. Alors que les B-25 tournaient pour rentrer, les équipages regardèrent en arrière l'épave en flammes. Les bavardages radio étaient extatiques. Ils criaient, riaient, libérant l'adrénaline qui s'était accumulée pendant l'approche terrifiante. Mais sous la célébration, il y avait une prise de conscience profonde. La dynamique de la guerre du Pacifique venait de basculer sur son axe. Pendant 2 ans, le navire de surface avait été le roi de l'océan, vulnérable seulement aux autres navires ou aux bombardiers en piqué chanceux. Maintenant, l'équation était brisée. Un seul avion armé d'une arme tirée d'un char pouvait traquer et tuer un navire de guerre. À Tensi, la marine japonaise ne pouvait plus se cacher derrière ses rideaux de défense anti-aérienne. Elle ne pouvait plus compter sur la vitesse. L'océan était devenu un endroit très petit, très dangereux. De retour dans le cockpit, le pilote fléchit ses mains pour faire circuler le sang à nouveau. Sa combinaison de vol était trempée de sueur. Le plancher était jonché de douilles en laiton chaude qui roulaient à chaque virage. Le nez de l'avion était couvert de suie des explosions du canon. L'appareil se maniait encore plus mal maintenant. Plus léger du poids des munitions, mais toujours aérodynamiquement ruiné. Mais le pilote ne se souciait pas de la traînée, ou du nez lourd, ou de l'absence de navigateur. Il tapota le tableau de bord. La boîte suicide avait fonctionné. Les ingénieurs en Californie pouvaient sauvegarder leurs règles à calcul. Ici, dans le sel et la fumée, ils avaient trouvé la réponse. Ils avaient transformé le B-25 en l'ouvre-boîte ultime. Lorsque le Major Edens et son vol de B-25 cabossé se posèrent à Port Moresby, les appareils ne ressemblaient plus aux mêmes des machines qui avaient été décollées des heures plus tôt. Les pots en aluminium immaculés étaient tachés de noir par la suie des explosions du canon.
La peinture sur les cônes de nez était cloquée par la chaleur du tir du canon. À l'intérieur des cockpits, les planchers étaient jonchés de lourdes douilles en laiton qui roulaient d'avant en arrière à chaque bosse sur la piste, tintant comme des cloches d'église. Les équipages sortirent de l'eau des écoutilles avec des jambes tremblantes, leurs combinaisons de vol trempées de sueur, leurs oreilles bourdonnant de la force concussive des canons de 75 mm. Ils ressemblaient à des hommes qui venaient de faire 12 rounds sur un ring de boxe, mais leurs yeux étaient vivants, d'une énergie électrique frénétique. Ils n'avaient pas seulement survécu à une mission suicide. Ils avaient réécrit les lois de la physique. La salle de débriefing était habituellement un endroit sombre où les pilotes rapportaient des cibles manquées et une défense anti-aérienne intense, mais aujourd'hui c'était une scène de justification chaotique. Les images de la caméra embarquée racontaient Mnaol l'histoire mieux qu'aucun rapport d'écrit ne pourrait le faire. Un film granuleux en noir et blanc montrait la vérité impossible. L'éclaboussure massive de l'obus du canon frappant l'eau, le tremblement violent de l'impact sur la coque du destroyer et l'explosion subséquente qui déchira le navire. Le général Kenny regarda les photos de la Mitsukaze en flammes et sourit. C'était le sourire d'un homme qui avait parié toute sa réputation sur une idée stupide et gagné. Il ordonna que les photos soient développées immédiatement et renvoyées aux États-Unis. Il les voulait sur le bureau de chaque ingénieur de North American Aviation qui lui avait dit que le recul arracherait les ailes. Le message était clair. Les ailes allaient bien, mais la marine japonaise avait de gros problèmes. Le succès de l'artillerie volante changea les priorités de fabrication de la guerre du jour au lendemain. Les ingénieurs en Californie, ceux avec les règles à calcul et les graphiques de contraintes, cessèrent de discuter et commencèrent à construire. Le modèle B-25G entra en pleine production, suivi rapidement par le modèle H, encore plus lourdement armé. Les ateliers qui avaient autrefois été sceptiques produisaient maintenant ces monstres aussi vite qu'ils pouvaient souder les nez en acier. Ils cessèrent d'essayer de rendre l'avion aérodynamique et commencèrent à essayer de le rendre mortel. Ils ajoutèrent de plus de blindage autour du cockpit pour protéger les pilotes du tir de retour intense qu'ils affrontaient à hauteur de mât. Ils améliorèrent les mécanismes de recul. Ils transformèrent Chako le B-25 d'un bombardier moyen en le bagarreur de rue par excellence du théâtre du Pacifique. Pour les capitaines japonais naviguant dans la mer de Bismarck et les détroits autour de la Nouvelle-Guinée, l'océan était devenu un endroit terrifiant. Ils avaient à passer les premières années de la guerre à craindre les bombardiers en piqué et les sous-marins, des menaces qu'ils pouvaient voir venir ou contre lesquelles ils pouvaient manœuvrer. Mais cette nouvelle arme était différente. C'était une terreur psychologique. Il y avait quelque chose de profondément contre nature à être bombardé par un avion. Cela brisait les règles établies de la guerre. Les convois qui avaient l'habitude de naviguer avec confiance en plein jour commencèrent à se cacher dans les ombres des îles, ne se déplaçant que la nuit ou par mauvais temps. L'arrogance du Tokyo Express s'évapora. Les destroyers qui avaient autrefois ri des bombardiers à haute altitude tournaient maintenant et fuyaient dès qu'ils voyaient une silhouette bimoteur à l'horizon. Les chasseurs étaient devenus les chassés. L'apogée de la carrière du canon survint lors de la bataille de la mer de Bismarck, où la tactique du bombardement par ricochet combinée au tir de suppression des canonnières résulta en l'anéantissement absolu d'une flotte de renforts japonaise. Ce fut un massacre. Les B-25 arrivèrent au niveau du pont, leurs canons de nez flamboyants transformant les transports de troupes en abattoirs avant de les fracasser avec des bombes. La mer était couverte de pétrole et de débris sur des kilomètres. C'était la preuve finale que l'ère du navire de surface invincible était terminée. Le B-25 avait prouvé que la puissance aérienne, lorsqu'elle était appliquée avec suffisamment de violence et d'ingéniosité, pouvait étrangler complètement les lignes d'approvisionnement d'une nation insulaire. Cependant, le règne du canon de 75 mm fut intense, mais étonnamment de courte durée. Alors que la guerre se prolongeait en 1944 et 1945, la technologie commença à rattraper la vision du général Kenny. Le canon était efficace, mais il était difficile à utiliser. Il nécessitait un pilote avec des nerfs d'acier et la précision d'un tireur d'élite.
Il nécessitait un chargeur humain pour lutter avec de lourds obus dans un avion en mouvement. C'était une solution de force brute, d'une ère mécanique. Le remplacement arriva sous la forme de la roquette d'avion à haute vélocité ou HVAAR. C'étaient des roquettes de 5 pouces qui pouvaient être montées sous les ailes de presque n'importe quel chasseur ou bombardier. Elles n'avaient pas le recul du canon. Elles n'avaient pas besoin de chargeur. Un pilote pouvait tirer une salve de 8 roquettes d'une simple pression sur un bouton, délivrant la même puissance destructrice qu'une bordée d'un destroyer. Les roquettes étaient plus faciles, plus légères et plus efficaces. Le canon massif M4 commença à ressembler à un dinosaure. Les modèles ultérieurs du B-25 remplacèrent le gros canon unique par un nez solide rempli de 8, parfois 12 mitrailleuses de calibre 50. Il devint une scie circulaire volante capable de déchiqueter une cible avec un volume de feu plutôt qu'un seul coup de grâce. Les pilotes regrettaient la puissance viscérale du petit monstre, la sensation de l'avion s'arrêtant en plein vol lorsqu'ils appuyaient sur la gâchette. Mais ils ne pouvaient pas contester l'efficacité des roquettes. Le canon avait fait son travail. Il avait comblé le fossé entre l'échec du bombardement à haute altitude et l'arrivée de l'ère des roquettes. Il avait sauvé la campagne en Nouvelle-Guinée quand rien d'autre ne le pouvait. À la fin de la guerre, les canonnières B-25 étaient mises au rebut ou vendues. Les canons massifs furent déboulonnés et jetés dans des tas de métal excédentaires. Le général Kenny passa à d'autres commandements, sa réputation cimentée comme l'homme qui révolutionna la guerre aérienne dans le Pacifique. Les pilotes rentrèrent chez eux pour devenir comptables et vendeurs de voitures, parlant rarement des jours où ils volaient avec des canons de char face aux destroyers. L'artillerie volante s'estompa en une note de bas de page de l'histoire de l'aviation, une étrange expérience que les gens supposaient n'être qu'une improvisation désespérée. Mais l'idée ne mourut pas. Le concept d'une canonnière lourde, un avion qui orbite autour d'une cible et déverse un feu lourd, fut enterré dans les archives, attendant que la prochaine guerre le déterre. 20 ans plus tard, dans les jungles du Vietnam, le concept renaquit. L'armée de l'air prit un vieil avion cargo, le C-47, et monta des mitrailleuses Gatling dans les portes latérales. Ils l'appelèrent Spooky. C'était le descendant spirituel direct du B-25 de Kenny. Puis vint la C-130 Spectre, un avion de transport massif armé de canons de 40 mm et finalement d'un obusier de 105 mm, le même calibre d'artillerie de campagne dont Kenny avait rêvé d'utiliser. La C-130 devint la réalisation ultime de l'idée. Un cuirassé volant qui pouvait encercler une cible et la détruire avec un tir d'artillerie de précision depuis le ciel. Chaque fois qu'une canonnière Spectre tire un obus aujourd'hui, elle fait écho au tonnerre de ses premiers coups maladroits et terrifiants, tirés par les B-25 au-dessus de la mer de Bismarck. Les ingénieurs disaient que c'était impossible. Ils disaient que la physique ne fonctionnerait pas. Ils disaient que le recul détruirait l'avion. Mais l'histoire est rarement écrite par les gens qui disent que ça ne peut pas être fait. Elle est écrite par les gens qui sont trop têtus pour écouter. Elle est écrite par des hommes comme le général Kenny, qui regardait un manuel et ne voyait qu'une suggestion. Elle est écrite par des hommes comme le Major Hayden, qui regardait un destroyer et décidait de le charger de front. Ils ont prouvé que parfois la solution la plus intelligente est celle qui semble la plus stupide sur le papier. Ils ont prouvé qu'avec assez de courage et assez de poudre à canon, on peut faire à un bombardier le travail d'un cuirassé. Nous sauvons ces histoires pour nous assurer que les dragons verts et leurs cockpits secoués et remplis de fumée ne disparaissent pas dans le silence. Nous les racontons parce qu'elles nous rappellent que l'innovation n'est pas toujours une question de puces électroniques high-tech ou d'aérodynamisme élégant. Parfois, l'innovation n'est qu'un gros canon, un lourd marteau et la volonté de l'utiliser. Si vous avez apprécié cette plongée profonde dans l'ingénierie insensée de la Seconde Guerre mondiale, faites-moi une faveur et appuyez sur ce bouton « J'aime maintenant ». Cela indique à l'algorithme que la vraie histoire compte. Vérifiez votre statut d'abonnement. Assurez-vous d'être inscrit pour ne pas manquer le prochain épisode où nous découvrirons une autre machine de guerre oubliée. Et laissez un commentaire ci-dessous. Auriez-vous été assez fou pour vous tenir dans ce nez et charger l'obus ? Je vous verrai dans le prochain